Bel bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à notre émission. Nous prenons en main, nous prenons le pouvoir. Et donc, comme chaque semaine, nous discutons autour d'un thème. Et nous avons aujourd'hui retenu le thème suivant: traite négrière, esclavagisation, colonisation, quelle réparation? Et comme chaque fois, nous avons des personnes ressources donc, qui connaissent bien la question, qui viennent nous porter leur lumière. Là, nous avons Myriam Malsa qui représente le MIR, Mouvement International de la Réparation. Tu es au bureau, je crois. Je suis au bureau, oui, je suis secrétaire du MIR. Voilà. Alors, bel bonjour Robert, bel bonjour tout le monde qui a écouté nous. Merci de l'invitation là et puis merci d'aborder question là qui est centrale jeudi jour. Voilà. Et dans un moment, nous avons notre maman qui a représenté le CNR, qui a présenté Koy et qui a porté bataille également. Alors, Pouchi nous a choisi ce thème là parce que précisément, ni convoi pour réparation qui est en préparation, comme chaque année depuis. Combien de temps encore depuis 26 l'année là. 26 l'année, oui. Régulièrement, chaque mois de mai, nous avons expliqué ça tout à l'heure. Et puis d'autre part, parce qu'au niveau international, ni des avancées qui prient, et nous devons connaître le sentiment, ces moments-là, on laisse ça. On a commencé par Yon, on a rappelé les moments-là qui ont suivi l'émission que le 25 mars 2026, Assemblée générale de l'ONU reconnaît que la traite des esclaves africains, c'est le crime plus grave qui fait contre l'humanité. C'est une résolution historique, c'est le Ghana qui t'a demandé que ça fait et ça a voté. 123 pays, membres de l'ONU, disent ça vrai, c'est le plus grand crime contre l'humanité. Et puis, il y a 3 qui votent contre: États-Unis, Israël et Argentine. 52 d'autres abstiennent quoi? Je vais poser la question, ça qui nous toutes les anciens colonialistes, l'Europe, bon, nous qui rentrons tout ça. Mais ça qui fait que c'est une avancée, parce qu'il y a précisé à la résolution que c'est caractère systémique, brutal et durable de la traite négrière, ainsi que ses conséquences encore visibles aujourd'hui, notamment à travers le racisme, la discrimination, le néocolonialisme, et que cela appelle les États à s'engager dans un processus de justice réparatrice, de présenter des excuses formelles, des compensations pour les descendants des victimes et de mener des politiques antiracistes et restituer les biens culturels et spirituels qui ont été spoliés. Donc c'est quand même un bagage extraordinaire. Qui sentiment mieux à sous votre l'ONU là? Alors, nous très satisfaits de votre là, alors qui sont le résultat d'un combat de plusieurs années, c'est-à-dire que c'est un rapport de force qui a fait que jeudi jour l'ONU qui a voté résolution là. C'est vrai que le MIR qui a fait partie de cette association là qui contribuait dans le rapport de force là. Et effectivement que l'ONU reconnaît que c'est le plus grave crime contre l'humanité et qu'en plus, donc sans équivoque, et qu'en plus, il a appelé les pays à réparer en fait. C'est ça aussi, question réparation qui prend tout sens. Et ça veut que, après que quelques organisations compte à nous depuis 1992 qui a exigé question là et puis des rassemblements qui fait devant le parvis des droits de l'homme et puis l'Ukraine, c'est mal ça, d'autres mamailles et puis des aussi faut rappeler des procès qui fait contre le colonialisme et puis Marcel Manville qui à l'époque était fait procès Christophe Colomb. Donc toutes ces actions là et puis une grande marche là de 98 qui était qu'à exiger
que l'esclavage reconnaît comme crime contre l'humanité, qui a fait que l'État français, en 2001, qui a reconnaître l'esclavage comme plus grand crime contre l'humanité, mais nous savons que il y a tiré un article de loi Tala qui c'est question réparation. Donc tout ça, donc ni les actions qui faites par côté la France, mais après nous avons que la CARICOM qui a emboîté le pas de la question des réparations, puisque qui a créé en 2013 donc, et puis toujours des associations des pays toujours colonisés comme Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion qui a participé en conférence que Iteni Saint-Vincent, donc il a créé en commission pour les réparations, qui a demandé les pays de la Caraïbe, donc mettez des CNR, donc Gabriel qui a développé ça tout à l'heure, des comités nationaux pour les réparations, et puis donc qui a travaillé en mission en LSA, qui a fait appel à des avocats pour évaluer, puisqu'il a fait un travail d'évaluation financière de ces crimes-là, monsieur Hilary Beckles qui matchait un livre en LSA, puisqu'il y a 40 compte que certes, c'est des pays indépendants, mais qu'à moitié, quelque chose, il n'a pas développé qu'on y a main qu'à moitié en bagaille, donc il a exigé donc, de les anciens États esclavagistes réparation. Donc ni ça, et puis ni des liens qui a fait entre la Caraïbe et l'Afrique, qui a mené donc l'Union africaine de positionner COI sous les questions de réparation. Donc ça, c'était en 2025, l'Union africaine qui a voté donc en résolution allant tout ça. Et donc Ghana qui jattait ni en démarche, notamment en la question du retour, puisque il a été annoncé en 2018. C'est 2018, l'année 2019, l'année des personnes d'ascendance africaine et tout ça. Donc, il a faire de l'ensemble de ça, donc il a continué à travailler là, et c'est yo qui l'a porté résolution que nous malgré résistance. En fait, c'est le pays, c'est ancien. Nous avons parlé du mauvais foyer, mais avant d'intervenir, me présenter Gabriel Privat qui a représenté le CNR, je vais faire un petit remarque rapide. Martinique toujours porté un bataille dans la lutte mondiale là, parce que, bon, à songer, les gars, c'est mal ça a commencé à parler de réparation, ça a été très rare dans le monde, et vous rappelez un certain nombre d'événements, j'ai participé, le mien participé, à Johannesburg, enfin tout ça, à Durban, etc. Et les Français ont fait tout et tout pour boycotter ça. Et petit à petit, travail Martinique à reconnaître qu'on fer de lance, évidemment d'autres qu'à Goumen, mais il s'agit de bouteur, c'est un bagage, il faut que nous disions ça parce que nous aimons décacher les compatriotes, mais il n'y a pas qui ça qui a fait le bagage. On reviendra sur ça. Ah, moi, j'ai oublié de dire, nous avons mélangé les pays français parce que l'émission suit en Iran la terre et par un lot militant francophone. Bonjour Gabriel. Bonjour Robert. Bonjour Radio. Voilà, alors tu nous rappelles ce qu'est le CNR et je vais te poser la question après que j'ai posée à Gabriel, c'est ton sentiment sur le vote qui a été fait à l'ONU qui reconnaît le plus grand crime contre l'humanité. Oui. Alors, pour nous, c'est une grande avancée puisque ça fait effectivement longtemps que les afro-descendants bataillaient et les États aussi d'Afrique ont emboîté le pas pour demander ça. Alors, comme disait Myriam, c'est quand même récent autour de l'Union africaine qu'il y ait cette volonté de réparation parce qu'eux, ils ne parlaient pas tellement de réparation. Et puis, je vais rappeler aussi que ça fait longtemps avant le MIR, avant nous,
que ici en Martinique, en tout cas, les mouvements Rasta demandaient forme de réparation sous le rapatriement. Ils demandaient le rapatriement. Donc il y a longtemps qu'ils parlent de ça. Et puis, de par le monde, en fait, depuis qu'il y a eu l'esclavage, il y a des gens qui ont bénéficié, bien sûr, de réparations dans leur pays respectif. Voilà. Donc, mon sentiment dans ça, c'est que pour nous, c'est un grand pas, parce que ça va permettre, je pense, d'ouvrir le débat dans des cercles où ce débat n'était pas pris. Et alors, on est à la 2e décennie des personnes d'ascendance africaine. On veut espérer que, par exemple, chez nous, en tout cas à la Martinique, et peut-être dans les autres ce que nous appelons les dernières colonies, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, d'autres États qui ont encore des... Ceux qui sont les dernières colonies. Ce sont les dernières colonies, effectivement. Et qu'eux aussi ils vont réagir à cela. Et que ça va bénéficier en fait à tout ce peuple-là qui souffre de cette... on va dire, de cette mémise de la... Mais justement, le fait que tous les anciens colonialistes se sont abstenus, eux et leurs alliés, est-ce que ça n'augure pas le fait qu'on aura peut-être une loi progressiste, mais dont ils vont bloquer les effets pratiques? On rappelle que la loi Taubira, ils se sont acharnés à faire que ce ne soit qu'une loi mémorielle. Tout à fait. Donc, qui les absout de toute réparation. Oui, parce que souvent les gens oublient que justement dans la loi Taubira, il y avait quand même un article qui stipulait des réparations. Donc, ils ont carrément évacué cette loi, parce que de toutes les manières, ils vont faire des pieds et des mains pour qu'on n'arrive pas aux réparations. Mais ça ne va pas empêcher le mouvement d'avancer. Non, ça va pas. C'est inévitable de toutes les manières, on va y arriver. Alors, avant de continuer, j'aimerais que vous réagissiez sur le fait que certains compatriotes, certains afrodescendants, disent « Ah, ça c'est le passé, il ne faut pas revenir sur ça. » Et puis, l'argent ne va pas réparer le crime. Comment expliquer qu'au sein même des victimes, des descendants de victimes, il y a une telle peur de parler de réparation et même un combat pour que ceux qui le font ne continuent pas à travailler? Votre sentiment sur ça? Le syndrome de Stockholm. Oui. Le syndrome de Stockholm. Rappelle-nous ce que c'est. Le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que tu as un oppresseur, tu as quelqu'un qui fait quelque chose, donc qui... Oui, terroriste, enfin bon, un agresseur, et puis sa victime devient son premier défenseur, en fait. Et il aime... comme s'il aimait rester... c'est une maladie psychique. C'est une maladie, mais nous sommes dans un grand hôpital psychiatrique, c'est pas moi qui le dis, à ciel ouvert. Question, Passoire. Alors, moi, je pense que ce sont les résultats, en fait, de cette férocité, ce colonialisme qui a complètement travaillé notre cerveau. Mais comme vous dites, hein, c'est psychique. Et en fait, c'est la peur. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent même pas, c'est-à-dire que chez les nôtres, ici, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas sans leur maître. C'est ça aussi. C'est-à-dire que ce maître, on voit en lui que c'est bien fait, et puis bon, tout ce qu'il a fait, mais c'est pas grave. En fait, c'est la déshumanisation qu'ils ont intégrée, ils ne pourront rien faire, ils ne connaissent même pas leurs vraies valeurs, exact. Et si le maître part, on se souvient de ces bétiaka va nous manger, ces bétiaka, etc. C'est exactement ça. Et en fait, il y a un gros travail à faire, justement pour inculquer une autre manière, une autre vision, une autre manière de voir aux gens. Alors je pense que c'est quand même une certaine génération, parce que je pense ça a beaucoup changé. Oui, ça a beaucoup changé. En tout cas, notamment avec les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, les plus jeunes analysent, voient les choses différemment. Sinon, on n'aurait pas eu tous ces gros mouvements de résistance. Tout à fait. Aussi bien en Afrique qu'ici, en Martinique. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, alors, il y a eu une émission cette semaine sur les réparations. On a vu que les arguments qui reviennent, mais tout le temps, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que neg van neg, c'est oui. Ça.
les Africains ont vendu leur... Mais donc pourquoi vous venez ici exiger des réparations? Alors, il y a une question simple qui a été posée à la personne qui a avancé cet argument, mais combien d'Africains avaient été armateurs ou avaient des bateaux négriers? Pouvez-vous nous donner les noms? C'est-à-dire qu'il faut rappeler aux gens que ce système n'a pas été pensé par les Africains et que dans toute guerre, effectivement, il y a des collabos. Ben, c'est vrai, ça existe. Comme du temps de la Shoah, il y a eu des collabos français, comme il y a eu des collabos juifs. Et on ne dit pas blanc voyez blanc bas Hitler. Non, ça ne se dit pas. Mais nous c'est nègres, nous pas ni droit réparation, nous pas ni droit rien, puisque nous pas rien, nous c'est meubles. C'est-à-dire que nous, à dans cette il y a livrer nous au code noir, à l'article 44 du code noir, c'est des biens meubles. Mais est-ce que c'est pas lié au fait qu'ils ont fait un travail pour que les afro-descendants ne connaissent pas leur histoire? Parce que eux disent qu'un roi nègre félon traite a vendu quelques-uns de sa population, mais ils ne disent pas que toutes les résistances, les luttes, qui connaît la reine Jenga, qui connaît celui de Sénégalais là qui avait la Dior, etc. On ne connaît pas ça. Donc, un larron c'est vendu pour le colonialisme. C'est ce qu'on retient. Qui vendent tout nègre. C'est ça le cas. Et comme tu dis, les collabos qui travaillent avec Hitler, c'est pas blanc qui vendent blanc. C'est des collabos qui, contre la résistance, ont. Donc il y a ce travail psychologique et d'éducation qui doit être fait. Et au-delà de ça, dire aussi aux gens, regardez la puissance, en fait, la richesse que la France a eu grâce à ce système. Richesse, quand on va en France, nous tous contents, nous allons ouais, tout Eiffel, tout château que Yoni et tout ça. Mais ça, c'est le fruit du travail de nos ancêtres. Ils ont déstructuré en fait l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont pris toute sa force vive, sa jeunesse et tout ça. Comment on peut nous dire que là, l'Afrique a pu s'enrichir? C'est-à-dire qu'il y a même un monsieur qui, durant l'émission, a parlé de gagnant-gagnant, d'un contrat gagnant-gagnant. C'était ça, l'esclavage, la traite, on va dire, transatlantique. Donc, ça, franchement, c'est important. Donc, c'est maladie mentale liée à la désinformation, la méconnaissance de l'histoire. Et à la mauvaise foi de certains. Et la mauvaise foi de certains, parce qu'il y a aussi des gens qui savent très bien que c'est un récit raciste, mais comme ils bénéficient du système, ils le reproduisent. Les gens aiment bien rester dans leur confort, en fait. Ça leur demande de réfléchir, ça leur demande de se projeter autrement. Or, ils ont une manière de fonctionner, de vivre qui convient à beaucoup. On est là, on attend on va dire, les bonnes aumônes, etc. Et bon, pourquoi ça va changer? Alors, il y a aussi... tu as parlé tout à l'heure d'argent, les gens disent ouais, est-ce qu'on attend de l'argent, etc. En fait, les gens se focalisent sur cette vision que est-ce qu'on va nous donner 10 000 euros, 50 000 euros à chacun, etc. Comment ça va se faire? Alors que les réparations, c'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Il y a de la finance. On ne peut pas faire abstraction du côté financier. Mais en fait, les réparations, c'est aussi nous sortir de ce mal développement, si on peut dire, etc. Parce que là, nous sommes carrément les danseuses de la France. On va faire une comparaison. Imaginons qu'un brigand voisin ait tué ton papa, volé ta terre, violé ta grand-mère, et puis ses descendants viennent te dire mais c'est le passé, c'est la peine de réparer. Alors tu ne vas pas demander de l'argent pour ça. Voilà. Mais je te fais des excuses et puis ça va. Ça va. Mais la personne qui dit ça pour le peuple, est-ce qu'elle va accepter ça pour une spoliation qu'elle a personnellement vécue? Mais en fait, les arguments qui ont été tenus effectivement dans l'émission qu'il y a eu cette semaine, c'est que de grands hommes ont dit le crime est irréparable, etc. Donc les gens s'appuient sur ça. Mais un grand homme, c'est un homme qui a sa manière de voir, sa vision à un moment X de sa vie.
Alors, en fait, on refuse aux gens le droit aussi d'évoluer. Par exemple, pour Fanon, dans Peau noire et masque blanc, il a dit ça, mais après, on ne voit pas ce qu'il a dit dans d'autres ouvrages. Je veux dire que les gens, c'est ce qui les arrange, en fait, dans leur système de pensée, qu'ils adoptent et puis qu'ils défendent bec et ongle. Et concernant Césaire, puisque ce sont ces deux grands hommes-là qui sont cités, Fanon et Césaire, Césaire qui dit que le crime est irréparable. Ben oui, c'est clair que le crime est irréparable. Quand on tue un membre de ta famille, jamais on va lui redonner vie. Ça, c'est clair. Mais il y a des choses qui, dans le cadre de la traite transatlantique et la mise en esclavage africain aux Amériques, des choses qui sont quantifiables. Des choses il y a un travail qui a déjà été démarré par des chercheurs et tout ça, des universités d'Angleterre et tout ça. Donc, il y a de quoi faire et il y a de quoi aussi... Parce que si on accepte cette logique-là, le crime est irréparable. Les pédophiles qui assassinent des enfants, des bébés, il ne faut pas les mettre en prison. Il ne faut pas saisir leurs biens. Il ne faut pas les punir sévèrement. Le crime est irréparable. Bon, tout ça, c'est l'aide de pas les rentrer en bois et qu'à dire qu'on n'y trouve des bons prétextes pour ne rien faire. Mais on revient sur la question de la réparation matérielle pour le moment. On va parler des autres aspects. Tiens, cette semaine-là, le roi d'Angleterre du Royaume-Uni était à New York. Et le nouveau meilleur conseil progressiste lui a dit, bon, je vous demande, le gros diamant que vous avez volé à l'aide là, qui est dans votre famille, vous savez que c'est un vol, de le restituer au gouvernement indien. Tous les médias ont dit que c'est une insulte au roi, c'est pas diplomatique, etc. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des choses concrètes qui peuvent être aujourd'hui, qui peuvent être faites aujourd'hui, parce que les gens bénéficient encore des conséquences. Absolument. Donc, tous ceux qui, d'ailleurs, la résolution de l'ONU le dit bien, qui conservent le pouvoir économique, le néocolonialisme, mais ils jouissent. Ce sont des receleurs. Le foncier. Le foncier, tout. Hein? Si on vient dire aux descendants d'Al Capone, vous remettez les restaurants que vous avez raquettés, ah mais non, mais attends, c'est matériel, le crime est irréparable. Donc, et puis il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, c'est pas nous. Alors, vas-y. Oui, alors heureusement on a assisté il y a 2-3 ans, c'était à Grenade, il me semble, des descendants d'esclavagistes avaient découvert, en tout cas, qu'ils étaient les receleurs, justement, et qui sont venus présenter des excuses. Ils ont fait aussi un geste matériel, on va dire financier, peut-être que les gens ont trouvé insuffisant, mais présenter des excuses, faire ce geste-là. Alors, ça se passe au niveau de privé. Ce n'est pas l'État, ce sont des personnes qui se sentent... Moi, je me souviens quand nous sommes allés à Barbade en 2022, c'était à un sommet pour les réparations, et il y avait la BBC. Et quand la BBC a relayé un certain nombre de choses, moi je pense qu'il y a des gens là-bas en Grande-Bretagne qui ont ouvert les oreilles, qui ont dit mais c'est quoi cette histoire-là, de quoi parle-t-on, des ancêtres, et des gens ont fouillé. Moi je pense que c'est quelque chose qui de plus en plus va travailler les gens à ce niveau. Alors je précise pour les auditeurs, il s'agit de la famille Trevelyan qui a découvert que leurs ancêtres avaient 1000 esclaves au XIXe siècle et qu'on a indemnisé leur famille, comme l'indiquait, quand l'esclavage a été aboli. Et cette famille-là a présenté des excuses, comme tu disais, et ils ont fait un fonds qu'ils ont dédié au développement de Grenade. Avec, notamment aux écoles, aux universités. Aux universités et tout, même s'ils n'ont pas donné tout ce qu'ils avaient, mais ils ne sont pas redevenus SDF. Mais ils ont quand même donné 110 000 € à ce fonds au niveau de la Grenade et remis un certain nombre de terrains, etc. Donc c'est possible. C'est possible. Et ils s'en sont grandis. Absolument. On parlait de Fanon tout à l'heure. Fanon disait que la libération, la réparation libère l'afro-descendant, mais libère le colon, réhumanise le colon. Parce que la famille qui a fait ce geste-là, elle a regagné son humanité. Mais ils ne sont pas comme les
Béquet là qui bon. vous empêchez d'avoir une entreprise concurrente. Donc, c'est l'humanité qui gagne en fait. Tout à fait. Et là, à Nantes, on a vu récemment qu'un descendant d'armateur a demandé des excuses à un afro-descendant martiniquais. Et donc, bon, alors, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas hérité, je crois, de biens, donc ça s'arrête à des excuses. Il participe à l'association qui a été créée avec cet afro-descendant, et je crois qu'il a fait un don, je ne sais plus de combien, à cette association. Oui. Donc c'est la reconquête de son humanité, oui. Même quand les ancêtres ont été colons. Il y a une très belle citation de Fanon, je n'ai pas sous les yeux, qui dit que les afro-descendants et les descendants des peuples blancs colonisateurs ont à dépasser le clivage de leurs ancêtres pour reconstruire un dialogue sur des bases nouvelles. Je n'ai pas les termes exacts de la citation, mais cette idée-là qu'en fait, parce que vu l'état du monde, qui va sortir au vivant, même s'il a beaucoup d'arrogance d'une guerre nucléaire, est-ce que ceux qui se croient casse supérieure en Martinique les Béquets pourront résister à la vague ultralibérale, aux révoltes populaires? Ils seront balayés, sauf si ils se mettent dans le camp de... Prennent le train en marche. Dans le camp, bon, prenons le train en marche, qu'est-ce qu'on refait? Donc, c'était un premier volet qu'on voulait, la question des réparations matérielles. Mais là, est-ce que la véritable réparation de l'homme ne dépasse pas ça? Est-ce que ce n'est pas la reconquête de sa pensée? Par exemple, que même si on indemnise un afro-descendant, s'il pense toujours que l'Américain est supérieur, qu'il doit vivre comme l'Américain, manger comme l'Américain, est-ce qu'il est réparé? Pas du tout. Alors, c'est ce qu'on appelle justement, c'est ce travail-là qu'on fait, la question de l'auto-réparation. C'est-à-dire que se retrouver soi-même, ça fait partie de cette réparation totale et intégrale. C'est une des formes de réparation que nous souhaitons, et c'est pourquoi dans nos actions que nous menons à la fois au MIR, au CNR, c'est de se réenchouquer, comme on dit, dans notre environnement, revaloriser ce qui nous appartient, nos richesses qui sont spoliées et continuent d'être spoliées pour être utilisées pour faire soit des médicaments, prenons l'exemple des plantes, nos plantes médicinales et tout ça. Donc, se réapproprier tous ces éléments-là pour que nous vivions en harmonie chez nous et puis en harmonie dans ce grand village qu'est le monde. Donc, c'est ça. Tu ajoutes quelque chose? Bon, alors moi, je voudrais ajouter qu'au niveau des institutions, c'est là que c'est le plus important. Je prends, parce qu'on a récemment eu des élections municipales, il y a des révolutionnaires, des panafricanistes, des anti-impérialistes qui ne conçoivent le développement qu'à travers l'accession aux postes sélectifs, aux directions. Je veux être maire, je veux être député. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas voter, qu'il ne faut pas être maire. Je dis qu'il y a des gens qui ne conçoivent, ils sont prêts à faire tous les sacrifices pour essayer de gagner une mairie, mais ils ne voient pas que les institutions, c'est le cadre qui nous piège. Parce que comment étaient organisées les sociétés précoloniales en matière de démocratie, de prise de décision, de religion, etc., c'était effectivement une forme collective. Et je vois par exemple des panafricains extrémistes, il y en a beaucoup qui sont extrêmement positifs et nécessaires à notre vie, mais il y a des panafricains extrémistes qui disent, bon, il faut retourner aux pratiques anciennes, s'autoproclament gourou, comme si dans les villages africains, quelqu'un disait, bon, je suis responsable de la communauté, voilà ce qu'il faut faire. Dans les espaces africains, c'est le collectif qui désigne, il y a des règles, on ne s'autoproclame pas. Bon, donc il y a ce carcan idéologique-là sur les questions de structure, et je finis en disant que moi je suis absolument estomaqué quand je vois des pays africains dits progressistes dans les procès où les juges ont des perruques, et comme
en Grande-Bretagne. Je sais pas. Alors, sur la question des Je institutions. je ne sais pas si ça a été supprimé à Barbade, justement Barbade qui est un fer de lance de tout ça, parce que il n'y a pas si longtemps, en tout cas, ça a vérifié, C'est ça le problème. ça a vérifié qu'ils avaient encore leur perruque. Et puis la disposition. Tout à fait, avec tout à fait, en hauteur, en hauteur, etc. on dit. Mais voilà, c'est-à-dire que en fait, les pays qui sont sortis de l'esclavage et qui sont, on va dire, dans le néocolonial, hein, parce que moi je vois certains pays d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, hein, Afrique de l'Ouest, francophones, ancienne colonie, on va dire, française, sont quand même dans un schéma, ils ont gardé le schéma du maître, ils ont gardé le schéma de la métropole. Vous allez là, vous allez voir la police, vous allez voir la poste, etc. Mais c'est copie conforme, c'est-à-dire c'est les mêmes couleurs, les voitures de la poste sont jaunes, donc c'est vraiment la copie de son maître, la voix de son maître. Et c'est un peu dommage. On avait fait un travail, je ne me souviens plus, il y a quelques années à l'IMS, c'était M. Jean-Baptiste, sur les hymnes et tout ça. Et on avait fait la comparaison avec les pays d'Afrique, etc., qui ont des instruments et qui auraient pu faire quelque chose d'original en matière d'hymne. Non, c'était sur le même schéma que ce que le colonisateur, l'ancien colonisateur avait laissé. Donc, ce n'est pas évident, en fait, de sortir de tout ça. Il ne faut pas oublier le syndrome de Lynch. De Lynch, voilà. Alors, je te laisse réagir si tu veux. Oui, sur cette question-là, bon, c'est-à-dire qu'effectivement, ça prendra du temps. C'est-à-dire que c'est quand même des siècles où notre mental a été trituré, tout ça. Donc, et puis en plus, il y a eu cette volonté d'effacer, en fait, toute cette connaissance ancestrale. Donc voilà, pour la retrouver. Alors, ce sera difficile de revenir à l'état d'avant la colonisation, mais c'est vrai que les valeurs que l'on retrouve donc dans cette charte du Manding, parce que je vais en parler, on nous parle beaucoup de la soi-disant déclaration des droits de l'homme 1789, mais donc bien 5 siècles avant, 1212, proclamée par Soundiata Keïta, cette charte reprenait donc toutes les valeurs humanistes et tout ça, et que toute vie, aucune vie n'est supérieure à une autre vie, ça c'est fondamental, et que toute vie qui a connu, dont on a été, je sais pas, dont on a spolié, cette vie-là mérite des réparations. Donc voilà, et la question des réparations y était déjà. Alors, je prends un exemple très concret pour montrer comment le mental est tellement déformé par rapport aux valeurs dont tu parles avant, la question de la justice. Vous avez des voisins qui ont un litige